Oké. Goed, dan Voilà. stel ik voor dat we van start gaan. Si tout le monde a bien trouvé l'option interprétation, c'est important. Ik ga vanaf nu in het Nederlands spreken. Tout d'abord, algemeen welkom aan iedereen op deze sessie die u aangeboden wordt door UCM en Unizo in samenwerking met de stad Brussel en met uiteraard ook Cuisine de Bruxelles en de aankoopcentrale van de stad Brussel. Ik wil eerst en vooral iedereen bedanken voor de bijdrage, de samenwerking, de communicatie en de organisatie van dit evenement. We hebben daar een prettige samenwerking aan mee gekend, dus dat was zeker zeer positief. Ik ga eerst en vooral een paar praktische zaken toelichten. De vertaling, dat heb ik reeds verteld. Dus ik denk dat iedereen die gevonden heeft en ik wil de tolken al bij voorbaat danken voor hun medewerking. En dan een andere belangrijke kwestie is de chat of de vraag en antwoord. Alle deelnemers hebben eigenlijk niet de mogelijkheid om te spreken, tenzij we dat eventjes aanpassen. En we zouden willen vragen dat jullie bijkomende vragen zullen stellen via de chat of via de optie Q&A. Het verschil is dat als u een vraag in de chat stelt, dat iedereen daar kennis van kan nemen. Dus alle deelnemers en alle panelists zullen de vraag kunnen lezen. Als u de vraag stelt via Q&A, dan zullen andere deelnemers die vraag niet kunnen lezen. En dan komt het enkel terecht bij de sprekers en de organisatie. Het is uw keuze om welke methode u gebruikt. Misschien wat betreft die vragen is het toch van belang dat we zouden willen vragen om u te beperken tot algemene vragen. Het is te zeggen, geen vragen betreffende een individueel dossier en een vraag betreffende een specifieke aanbesteding kan ook moeilijk liggen. En dus dat heeft weinig nut van die vragen te stellen. Uiteraard vragen die betrekking hebben op uw sector of de sector waarin u actief bent en die wel specifiek en alleen beperkt zijn tot uw sector, dat kan natuurlijk wel. Dus dat is uiteraard wel mogelijk. En u kan ook vragen stellen rond bepaalde groepen van aanbestedingen of groepen van producten waarvan de aanbestedingen ter sprake komen. Dat kan natuurlijk wel. En u mag ook uiteraard verwijzen of gebruik maken van eigen ervaringen met bepaalde aanbestedingen of met bepaalde andere aanbestedende overheden. Dat kan uiteraard wel. Maar dus ik wil vragen dat u de vragen dus niet naar individuele dossiers of individuele gevallen stelt, maar een beetje de algemene of de sectorale aanpak benadert. Ik zei het al, er is een verschil tussen Q&A en chat, dus daar kan u naar vrije keuze gebruik van maken. Misschien ook nog belangrijk, er komt een presentatie, die zal u later ook bezorgd worden. Tenminste, als u zich ingeschreven heeft via UCM of Unizo via de tools, dan hebben wij uw mailadres en dan zullen wij u de presentatie en de informatie later nog bezorgen. Ik ga tot daar de praktische zaken. Een korte schets van het programma. Wat staat ons te wachten en waarom organiseren wij deze sessie? Dus heel kort gaan Unizo en UCM kort even het doel van deze sessie, het waarom van deze sessie toelichten. Daarna volgt er een intro door eerst meneer Benoît Hellings, schepen van klimaat in de stad Brussel en daarna door de schepen van economische zaken, meneer Menguin. Die gaan kort ook het belang van deze sessie schetsen. En dan komen we tot het hoofdgedeelte van deze sessie, namelijk een presentatie van de aankoopcentrale van de stad Brussel door mevrouw Van den Bulk en meneer Nutin. En een presentatie door de Brusselse keukens met betrekking tot de aanbestedingen die zij de komende jaren gaan organiseren.
Wij voorzien nog uitgebreid de mogelijkheid tot vragen, dus die kan u zeker stellen, maar ze gaan wel pas op het einde aan bod komen. Wij schatten dat het rond 1:15 zal zijn dat de presentaties zullen afgelopen zijn. Dus er is nog ruime tijd voor vragen daarna. Waarom deze sessie? Daar ga ik eigenlijk mee beginnen. Hoe ervaren KMO's aanbestedingen? En wat kan de aanbestedende overheid doen om ervoor te zorgen dat meer KMO's deelnemen? Eerst en vooral, waarom deze sessie? Eigenlijk is deze sessie, en ik wil daarvoor de stad Brussel ook bedanken, een uitloper van de suggesties die Unizo en UCM gedaan hebben in het kader van de relance na de coronacrisis. Hadden wij als organisaties, belangenorganisaties van zelfstandigen en ondernemers in Brussel, suggesties gedaan aan de gemeentebesturen, de stadsbesturen, om de lokale relance en de lokale economie bij deze relance te versterken. En een van die suggesties was, kijk, wat kunnen we doen om de deelname van Brusselse bedrijven aan de openbare aanbestedingen die de stad organiseert te verbeteren. En ervoor te zorgen dat de lokale bedrijven ook genieten van de koopkracht die de stad heeft en de aankopen die de stad jaarlijks doet. Want dat zijn toch wel forse bedragen. Dat zal nog ter sprake komen. En dus in de mate waarin die bedragen en die uitgaven, die aankopen ten gunste komen van de lokale economie, is natuurlijk positief voor de relance. Het is ook in belang, denk ik, van de stad Brussel om zoveel mogelijk met Brusselse ondernemers samen te werken. Dat creëert lokale werkgelegenheid en creëert dus ook, draagt bij aan de gezondheid van de lokale economie. Bovendien, alles wat te maken heeft met korte keten, nabijheid, verkoop en aankoop van klanten en leveranciers in de omgeving is natuurlijk een bijdrage aan het welzijn en de ecologie en het klimaat van onze omgeving. Maar er is werk aan de winkel. We stellen vast in diverse enquêtes, en dat is niet alleen op Brussels niveau, dat is op Belgisch en Europees niveau, dat amper 58% van de KMO's deelneemt aan aanbestedingen. Dat is meer dan de helft, maar dat is toch 40% die vindt dat ze daar niks te winnen hebben. Dat is toch een grote groep KMO's die zich niet betrokken voelt bij aanbestedingen en dat baart Unizo en UCM zorgen. Een ander punt is dat een minderheid van de overheidsopdrachten eigenlijk gegund wordt aan KMO's. En dat is natuurlijk ook een grote zorg. België laat daar Portugal en Roemenië achter zich, die doen het nog slechter. Maar slechts 34% van de overheidsopdrachten wordt gegund aan KMO's. En vandaar dat wij denken dat het belangrijk is om een sessie als deze te organiseren. Unizo heeft vorig jaar een enquête gedaan, zowel bij de bedrijven, de ondernemers, als bij de aanbestedende overheden, om eens na te gaan van, kijk, wat zijn nu eigenlijk de drempels, de oorzaken van het feit dat die percentages die ik net vernoemde niet zo gunstig zijn. Waarom nemen de ondernemers niet deel aan overheidsopdrachten? Het is een beetje klein in de presentatie, misschien kan u het niet lezen, maar de belangrijkste oorzaken waren enerzijds, de belangrijkste is 34% van de ondernemers die aangeven, kijk, ja, die opdrachten passen mij niet. Dat kan natuurlijk, dat zij vinden dat ze niet in aanmerking komen, dat ze niet de gevraagde diensten kunnen leveren. Maar nog veel belangrijker, toch ook grote dingen waar we zeker iets aan kunnen doen, is dat een kwart van de KMO's zegt, ja, ik heb geen informatie, ik ben niet op de hoogte van de aanbestedingen, van de opdrachten waarvoor een offerte wordt gevraagd. Ook een gelijkaardig percentage, ook een kwart, weet eigenlijk ook niet hoe ze daaraan moeten beginnen. Ze hebben geen benul of ze hebben onvoldoende informatie over wat gevraagd wordt, hoe ze dat moeten aanpakken en dergelijke meer. Dus daar denk ik dat deze sessie zeker een bijdrage kan aan leveren en dat is voor ons ook van groot belang. En ik heb er nog één element uitgenomen, dat is enerzijds het teveel aan administratie. Dus de moed zakt toen al in de schoenen voor ze beginnen aan een opdracht of aan het indienen van een offerte. Maar een ander belangrijk element
ongeveer 15% van de ondernemers die aangeeft van kijk, ik kan onvoldoende de nadruk leggen op de kwaliteit van mijn diensten en mijn producten. Prijs heeft een veel te groot gewicht in de beslissing en de toewijzing van een aanbesteding. En dus kwaliteit, wat toch bij KMO's een belangrijk onderscheidend element kan zijn in zo'n offerte, komt onvoldoende aan bod. Ik kan daar niet de nadruk op leggen en dus heeft het geen zin voor mij om deel te nemen. De liefde moet natuurlijk een beetje van twee kanten komen. Dit is wat ondernemers als bezwaren ingeven. Maar wat kunnen de aanbestedende overheden ook doen en wat kunnen wij als organisaties doen? En daarvoor geef ik graag het woord aan Daphne van UCM. Voilà, merci Anton. Bonjour à tous. Donc moi, je vais brièvement expliquer qu'il y a déjà pas mal d'initiatives qui sont en cours en faveur des PME et de leur participation dans les marchés publics et vous montrer que des organisations professionnelles comme Uniso et UCM sont vraiment présentes à tous les niveaux de pouvoir, que ce soit au niveau européen, au niveau fédéral ou au niveau même local, comme vous le voyez sur le slide. Un point très, très important en ce qui concerne les marchés publics, c'est qu'il faut une nécessaire collaboration entre tous les échelons de pouvoir et la session en ligne de ce jour en est l'illustration parfaite puisque les intervenants qui vont me succéder vont présenter leur vision des marchés publics à l'échelon d'une ville et d'une commune, alors que Anton et moi, on présente ici plus des tendances générales au niveau macro. Ensuite, j'aimerais peut-être juste vous présenter deux initiatives de la région de Bruxelles-Capitale. On a l'Observatoire de Bru Partners qui permet de soutenir les acheteurs publics bruxellois. Donc, il les aide à mieux analyser les offres pour lutter contre le dumping social et aussi les prix anormalement bas de certaines offres. C'est donc principalement un observatoire des prix de référence, mais il fournit aussi des clauses utiles à insérer dans les cahiers des charges. Et on a également le répertoire d'entreprises qui est sur un site internet et qui permet de mettre en relation les acheteurs, donc les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises. C'est un répertoire gratuit en ligne qui permet à la fois aux pouvoirs adjudicateurs de déposer leurs offres qui ne nécessitent pas de publication, donc les offres de moins de 30 000 euros. Et il permet également aux entreprises que vous êtes de s'inscrire pour améliorer leur visibilité auprès des acheteurs et donc mieux se faire connaître. Alors ça, c'est vraiment un point important de la participation des plus petites entreprises au marché public, c'est qu'il faut se faire connaître. Donc, ce répertoire des entreprises, ce n'est pas une plateforme de passation des marchés publics en tant que tel, mais plutôt un lieu virtuel de rencontre, un tremplin pour entrer facilement en contact avec les interlocuteurs adéquats. Voilà, Anton, tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Donc, sans vouloir empiéter sur les interventions qui vont suivre, j'aimerais peut-être déjà vous présenter quelques pistes concrètes qui pourraient permettre à plus de PME de participer, mais aussi de remporter les marchés publics. On a plein de recommandations, mais ici, focus sur quelques-unes. Alors, tout ce qui touche à la sensibilisation et l'information. Donc là, il s'agit essentiellement de vulgariser et de démystifier un maximum les marchés publics pour que les PME et les indépendants qui n'ont pas l'habitude d'y répondre et qui ne connaissent pas encore les process puissent comprendre ce qui se passe derrière. Alors c'est évidemment, comme Anton l'a dit, la raison d'être de la session d'information de ce jour. On a aussi tout ce qui concerne la publication. Au plus les marchés publics sont diffusés, au mieux c'est. Et ici, la région de Bruxelles-Capitale a pris les devants puisque depuis 2017, elle oblige toutes les institutions qui dépendent du pouvoir régional à publier les marchés qui dépassent les 30 000 euros. Et donc ça tombe bien puisque c'est précisément les marchés de plus faible montant qui concernent davantage les entrepreneurs indépendants et PME.
Ensuite, on a tout ce qui concerne la division en lots. Donc, lorsque les marchés publics sont d'une taille assez importante, c'est important de pouvoir les diviser pour que la taille des marchés soit proportionnée aux capacités des plus petites entreprises. Il est aussi très important de pouvoir assurer une concurrence effective. Donc, pour les marchés publics de faible montant, où le pouvoir adjudicateur n'invite que les entreprises qu'il a sélectionnées à remettre une offre, une ISO, par exemple, conseille au pouvoir adjudicateur d'inviter à chaque fois au moins 3 entreprises, dont au moins l'une d'entre elles est une nouvelle entreprise. Donc, une entreprise avec laquelle il n'a jamais conclu de contrat par le passé. Ensuite, Anton l'a dit également, c'est très important que le pouvoir adjudicateur puisse tenir compte d'autres critères que celui du prix le plus bas uniquement. Essayez de faire en sorte un maximum que le pouvoir adjudicateur notifie sa décision d'attribution du marché le plus rapidement possible, parce que les entreprises doivent pouvoir se préparer au mieux et agencer leur agenda en fonction. Et alors, éventuellement, prévoir un remboursement pour les entreprises qui ont remis une offre et qui ne sont finalement pas choisies, mais qui ont quand même dû engager des frais pour pouvoir remettre cette offre, comme par exemple lorsque remettre une offre nécessite de concevoir tout un projet. On pense notamment aux architectes. Donc voilà, en un mot, il y a une panoplie de pistes pour privilégier les PME locales sans contourner la loi et on espère que tout ça pourra voir le jour. Donc je vais recéder la parole à Anton pour le reste des interventions. Dank u, Daphne. Ik geef onmiddellijk het woord aan Schepen Hellings. Goedemiddag iedereen. Dag allemaal. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette initiative. Et donc, je suis l'échevin du climat et des sports, mais c'est comme gestionnaire de la centrale d'achat et président des cuisines bruxelloises qu'on a eu cette idée avec M. Minguin, avec Anton Bonache, avec l'UCM. Et bon, bonjour à tous, d'organiser un moment comme celui-ci. Zoals u wellicht weet, in de stad Brussel en zijn VZW zijn een zeer groot koper. Om deze instelling te doen draaien, hebben we veel producten en diensten nodig. L'autre particularité de notre administration communale, c'est que les besoins de notre administration communale sont très larges. C'est un budget de 1 milliard d'euros, c'est essentiellement un budget de personnel et d'investissement dans les travaux, mais nous achetons aussi énormément de matériel via la centrale d'achat, qui est représentée ici par Madame Van den Bulck, que je remercie d'ailleurs. Et donc, on achète plein de choses, de la bureautique, des vêtements de travail, des véhicules, évidemment, qui sont tous aujourd'hui durables, électriques ou au gaz naturel, de l'alimentation, des masques, des gourdes, des j'en passe, mais aussi des services, des formations, des services de gardiennage, etc. Mais donc ça, nos représentants qui sont ici, donc Madame Van den Bulck pour la centrale d'achat et Monsieur Aurico pour les cuisines bruxelloises, pour tout ce qui est alimentaire, pourra plus amplement vous détailler ce dont nous avons besoin et ce à quoi vous pourriez prétendre de participer à un marché public. Alors, il y a peu d'organisations qui, sur le marché, ont des besoins aussi variés que les nôtres. Peu d'acheteurs acquièrent autant de produits différents ou de services différents. Et donc, il faut que nos services fassent preuve d'adaptation et de polyvalence, mais c'est aussi l'occasion pour vous de connaître cette adaptation et cette polyvalence pour que vous puissiez répondre au mieux. Alors, notre centrale d'achat, elle peut être à tout moment sollicitée par n'importe quel service de la ville de Bruxelles pour acheter un matériel auquel parfois elle n'avait jamais pensé pour que la ville fonctionne. La ville de Bruxelles fonctionne, ses écoles, ses administrations, ses divers services qu'elle offre. Alors, que dire des cuisines bruxelloises qui, elles, livrent dans les maisons de repos, dans les crèches, dans les écoles et dans les hôpitaux, 4 500 000 repas par an. Donc, ces besoins sont évidemment extrêmement spécifiques, mais ils vous seront détaillés. Alors, on a insisté depuis que nous gérons ces achats publics sur deux aspects.
L'aspect local, c'est la raison pour laquelle on vous voit, et l'aspect durable. Alors, l'aspect local, pour nous, c'est un moyen les marchés publics sont un moyen de soutenir directement des entreprises locales, des PME, pour lutter contre le dumping social et surtout avoir des garanties sur la qualité du produit ou des services. C'est une assurance si on travaille avec des entreprises locales, si des entreprises locales répondent au marché public, c'est l'assurance de savoir que ces services et ces produits sont produits justement dans des conditions correctes. On pense au respect des droits humains et au droit environnemental, on y reviendra. Et puis, c'est la volonté de travailler avec des circuits courts et donc d'aller vers une économie plus circulaire et donc plus durable. Alors, sur l'aspect durable, justement, aujourd'hui, les marchés publics pèsent, face à l'UCM et Uniso le savent mieux que tout le monde, 33 milliards d'euros chaque année en Belgique, et c'est-à-dire 10% du PIB. Alors, dans ces 33 milliards d'euros, il y a plusieurs millions qui sont gérés par la ville de Bruxelles. Alors, nous avons un vrai objectif de durabilisation des marchés publics à la ville de Bruxelles en général. Et donc, on a un objectif dans notre futur plan climat de réduire potentiellement nos émissions de CO2 de 40 tonnes par an. En dankzij ons inkoopvolume weten we dat ons impact groot op de markt en dus ook op ecologisch en sociale vlak. We weten ook dat bedrijven dan zich afstemmen op de behoeften van de markt. En als de stad Brussel gezien zijn omzet een specifiek product nodig heeft, zullen de aannemers proberen deze op de beste mogelijke manier beantwoorden. Ça veut dire que la ville de Bruxelles a des exigences pour des nouveaux produits, des produits plus verts, plus durables, socialement plus respectueux et éco-responsables. Les fabricants vont chercher et produire de nouvelles solutions qui pourront par la suite profiter à d'autres communes que la ville de Bruxelles. De nieuwe duurzame producten zullen in fine de minder milieuvriendelijke producten vervangen. Alors, la durabilité est au cœur de notre stratégie d'achat et donc c'est la raison pour laquelle depuis maintenant plusieurs années, on inclut des clauses sociales et environnementales dans les cahiers spéciaux de charges qui vous sont soumis. Mais donc, c'est très important pour vous de pouvoir connaître l'ampleur de ces marchés. C'est très important pour vous de savoir quelles sont les nouvelles spécificités qu'on a inscrites dans ces marchés, mais en tout cas, sachez que notre volonté est de travailler avec un maximum d'acteurs bruxellois, puisqu'il faut que l'argent des citoyens de la ville de Bruxelles qui payent leurs impôts serve aussi à faire fonctionner l'économie bruxelloise, tout en respectant bien évidemment la loi sur les marchés publics. C'est fondamental. Nous n'allons jamais à l'encontre de cette loi, c'est normal, nous sommes un pouvoir public exemplaire, mais par contre, nous devons pouvoir vous tenir au courant de ce que vous pourriez remettre comme proposition dans le cadre d'un marché public. C'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Voilà, donc je voulais vous remercier. Je voulais remercier l'Uniso et Anton en particulier qui a eu l'initiative de cette rencontre. Merci à l'UCM aussi d'avoir emboîté le pas. Merci à vous tous d'être là. Merci aussi à Mme Van den Mulk et M. Rico de jouer le jeu et de présenter votre travail, dont je suis extrêmement fier d'ailleurs, parce que c'est un travail, des marchés publics qui a un impact très important sur la société et c'est très bien d'aujourd'hui pouvoir confronter les entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises de Bruxelles à ces marchés publics pour pouvoir vous donner l'opportunité de créer de la valeur à Bruxelles pour les services publics. Donc, merci à vous. Bedankt, meneer Ellings, voor uw tussenkomst. En dan geef ik nu graag ook het woord aan Schepen Menguin van Economische Zaken. Micro. Ja, voilà. Donc, Anton, donc à Uniso, merci aussi à l'UCM pour cette organisation. Effectivement, et Benoît le disait, les marchés publics
et les dépenses publiques qui vont avec, c'est d'abord et avant tout des opportunités pour nos commerçants, pour nos petites et moyennes entreprises, pour nos plus grandes entreprises aussi. Et c'est une manière aussi pour nous, et c'était une des volontés de notre accord de majorité, de faire en sorte de pouvoir soutenir le secteur économique bruxellois. Benoît l'a donné, les dépenses de la ville de Bruxelles, son budget total, c'est plus d'1 milliard aujourd'hui d'euros qui sont finalement retournés en grande majorité vers la société. D'abord via les salaires de nos fonctionnaires et le pouvoir d'achat qui en découle, mais aussi du coup à travers les achats que nous faisons pour notre fonctionnement et pour le fonctionnement de notre administration. Or, un marché public, comme je le dis toujours, ça commence dès 1 euro. Chaque procédure de marché, aussi complexe qu'elle puisse paraître, n'a qu'une vocation finalement. C'est l'égalité de traitement et l'égalité des chances pour les différents entrepreneurs d'accéder à la commande publique parce que c'est de l'argent public, parce que c'est de l'argent qui sort de la poche des citoyens et des entreprises qui ont payé des impôts. Il est donc normal qu'à travers cette législation, on puisse venir garantir l'accès de l'ensemble des entreprises à ce potentiel économique, à ce potentiel de chiffre d'affaires et au marché qui en découle. Et donc, c'est vrai qu'il faut parfois un peu démystifier ces marchés publics. Alors, je le comprends d'autant mieux que dans ma vie précédente, j'étais moi-même acheteur public et que ce dialogue constant avec les entreprises pour essayer de faire en sorte que les marchés soient justement les plus accessibles, les mieux écrits, pour faire en sorte qu'ils soient aussi réalistes pour le monde économique, tout en rencontrant les besoins du pouvoir public, est un vrai travail quotidien d'amélioration permanente. Et je sais que notre centrale d'achat est à ce point-là très attentive à essayer justement de permettre à ces marchés, à ces documents de marché d'être à chaque fois les plus complets possibles et mieux rédigés pour permettre, je le dis, tant à l'administration de trouver le bien, le service, la fourniture dont elle a besoin, mais aussi de garantir l'accès à l'ensemble de nos entreprises. On l'a vu aussi dans ce que Anton a présenté, les chiffres qui sont présentés, il y a une démystification à faire, il y a aussi beaucoup d'informations à faire. Et les différentes évolutions de la loi sur les marchés publics vont toujours plus loin pour justement permettre cet accès au PME. C'est un vrai axe important du législateur de faciliter en centralisant sur une plateforme électronique et digitalisée les offres de marché. Et donc, c'est la première étape à faire, c'est aller s'inscrire. Aussi en travaillant à la simplification administrative, en appliquant le principe once only, en faisant en sorte que les administrations, quand elles ont l'information, puissent aller la chercher eux-mêmes, vous ne deviez la rentrer qu'une fois et pas à chaque document de marché. On a vu que c'était un des freins à l'accès au marché public. Et donc, on voit qu'à travers les différentes évolutions de la législation, les pouvoirs publics essaient de répondre à ces préoccupations des PME, des entreprises belges qui souhaitent accéder au marché public. Et puis, cette évolution aussi, et on l'a vu, ça répondait aussi à une des préoccupations des entreprises, on n'achète plus comme avant, majoritairement au prix le plus bas, ce qui était avant la vision de la bonne gestion publique, c'est d'essayer de courir derrière le prix le plus bas. Aujourd'hui, on cherche l'offre économiquement la plus avantageuse, celle qui, oui, va avoir évidemment cette bonne gestion de l'argent public et donc d'essayer d'acheter à un prix correct, mais surtout qui offre aussi la meilleure qualité de service, le meilleur rapport qualité-prix. Et donc, il n'est plus rare aujourd'hui, moi je le pratique très souvent dans les marchés publics qui va être fait par des structures que je préside, de voir que le critère prix ne représente plus aujourd'hui que 20-30% des points de critères d'attribution parce qu'on veut d'abord chercher une qualité de service ou de produit. Bref, je crois vraiment, et je remercie l'initiative qui est prise aujourd'hui par UCM et UNISO, je crois qu'on va permettre à tout un chacun de démystifier un peu ce monde des achats publics qui paraît trop souvent complexe à accéder. On va pouvoir vous expliquer l'enjeu principal que représentent les marchés de la ville, nos besoins, et vous expliquer comment y avoir accès. Et c'est en tout cas vraiment l'accompagnement aussi qu'on veut mettre en place en tant qu'échevin des affaires économiques pour faire en sorte que, ben oui, ce chiffre d'affaires, ce potentiel économique vienne nourrir nos entreprises, nourrir nos petites et moyennes entreprises à Bruxelles et qu'il y ait un retour économique, surtout dans cette période de relance et de reprise de l'activité économique post-Covid. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus long, parce que je crois que l'intérêt aujourd'hui, c'est surtout la suite des présentations. Je vous remercie. Bedankt, Schepen Menguin, voor deze tussenkomst en bijdrage. Dan ga ik onmiddellijk over naar het belangrijkste van deze middag. En geef ik eerst graag het woord aan de verantwoordelijke, de directeur-generaal van de aankoopcentrale, mevrouw Van den Bulke. En onmiddellijk gevolgd door meneer Nutin, die meer in detail zal ingaan op de overheidsopdrachten van de stad Brussel. Mevrouw Van den Bulke. Bonjour à tous.
Laurent Nutin et moi allons vous présenter rapidement les principaux axes de la centrale d'achat et comment vous pouvez postuler ou remettre des offres au niveau des marchés publics gérés par la centrale d'achat. Donc, Laurent Nutin s'occupe principalement des achats. Il est le directeur des achats de la centrale d'achat. Et à la centrale d'achat, en fait, nous avons deux axes. Nous avons l'axe achat et l'axe logistique. Et en tout, nous traitons les demandes de marché et de fourniture, des services et des départements de la ville qui nous en font les demandes. Tout ceci se fait dans le respect de différents éléments qui sont la réglementation sur les marchés publics, la nouvelle loi communale, les réglementations propres à chacun des segments d'achat et également les règles internes à la ville. Si on revient sur les missions de la centrale d'achat, eh bien, elles sont multiples. Nous développons une politique d'achat cohérente. Nous assurons la prise en charge des achats, des fournitures et des services durant tout le processus d'achat. Donc, on ne se limite pas uniquement au marché public. Nous assurons les contacts et les négociations avec les fournisseurs, évidemment dans le respect de la loi sur les marchés publics, et nous tentons de réduire les coûts dans une optique de coût à l'usage. Donc, régulièrement, vous entendez parler de TCO. Eh bien, c'est ce que nous prenons en compte dans la confection et la rédaction de nos marchés publics. Nous analysons également les performances des fournisseurs durant toute la chaîne logistique qui commence à partir de la rédaction du cahier des charges jusqu'au moment de l'approvisionnement. Nous rédigeons bien sûr les cahiers des charges et nous les finalisons et nous assurons la légalité et ses grands principes et également la continuité des marchés. Au niveau logistique, nous optimisons la gestion des stocks et la distribution aux différents clients internes de la ville et des ASBS de la ville. Nous fournissons également des travaux d'imprimerie de qualité et dans des délais impartis. Je voudrais revenir sur le rôle de l'acheteur public parce que généralement, on a la vision d'un acheteur public comme un agent administratif. Mais non, l'acheteur public crée de la valeur ajoutée parce qu'il analyse le besoin avec son client. Il va analyser ce besoin dans une optique, comme je vous l'ai dit, de coût à l'usage. Il va distinguer l'indispensable de l'accessoire pour pouvoir rédiger un cahier des charges qui correspond le mieux possible à la réalité du besoin. L'acheteur va, durant la prospection, rencontrer les fournisseurs potentiels. Il va prendre connaissance des solutions qui existent sur le marché et il va envisager celle qui correspond le mieux au marché et aux besoins concernés. Cette étape est une étape cruciale qui va permettre à l'acheteur également d'introduire l'innovation si cela est possible. Et grâce à cette prospection, l'acheteur va élaborer une stratégie achat, c'est-à-dire qu'il va envisager soit un achat, soit un leasing, soit une externalisation. À la centrale d'achat, nous traitons différents types de marchés. Ce sont toujours des marchés de fourniture et de services, donc nous ne gérons pas les marchés de travaux ni les marchés dans le domaine informatique. Et ces marchés sont répartis en différentes approches ou catégories. Nous avons des marchés one-shot qui s'arrêtent à partir du moment où le marché public est passé et que nous avons envoyé la commande. Par contre, nous avons des marchés récurrents sur lesquels des commandes vont être passées durant toute la vie du marché. Les clients de la centrale d'achat, comme je vous l'ai dit, ce sont les 10 départements de la ville et ce sont les différentes ASBL qui dépendent de la ville. Par exemple, les musées, Bravo, les monts-de-piété, etc. Si on regarde la centrale d'achat en quelques chiffres, eh bien, la centrale d'achat en 2021, c'est 486 marchés, c'est 126 marchés de services et 360 marchés de fourniture pour un montant total de 63 millions d'euros. Je
Je cède maintenant la parole à Laurent qui va entrer un peu plus en détail dans l'aspect marché public de la centrale d'achat. Merci Daniel, bonjour à tous et à toutes. Petite précision donc avant de commencer, comme on l'a déjà annoncé et Anton notamment, tous les éléments que je vais vous présenter seront disponibles après cette session, notamment les liens pour se connecter aux différents sites que je vais vous mentionner en fait. Et comme Daniel Van den Bulck vient de le dire, la centrale d'achat est un des départements de la ville de Bruxelles. On gère donc uniquement les fournitures et les services pour toute l'administration de la ville de Bruxelles. Les marchés de travaux sont gérés par d'autres départements de la ville. Et il faut savoir que nous traitons en moyenne à peu près 500 dossiers d'achat par an. De ce fait, la ville de Bruxelles est un client important pour vous, entreprise, car nous avons beaucoup de besoins. Donc, à titre d'information, Daniel a parlé des chiffres de 2021. En 2020, au niveau de la ville de Bruxelles, les marchés les marchés de travaux avoisinaient un montant d'attribution de 27 millions, 14 millions pour les fournitures et 14 millions pour les services. Donc, la ville de Bruxelles est également un client accessible. Vous pouvez vous inscrire dans notre base de données sur le site de la ville de Bruxelles et ce site sera mentionné dans les documents qui seront disponibles après la présentation. Et donc, le but, c'est évidemment, comme on le disait tout à l'heure, de vous faire connaître et que nous puissions vous approcher lorsque nous avons un cahier de charge à envoyer dans des procédures que je vais détailler un petit peu plus loin. Pour les marchés publiés, donc, dont l'estimation du marché est supérieure à 140 000 € hors TVA, je vous conseille de vous inscrire sur la plateforme fédérale e-tendering. Vous pouvez, en fait, en fonction de votre domaine d'activité et selon des codes CPV, donc c'est des codes qui sont en lien avec l'objet du marché, en fait, vous recevrez systématiquement une alerte lorsque la ville de Bruxelles va publier un marché dans votre secteur. Donc, c'est tout intérêt pour vous, effectivement, d'être au courant d'une fois que vous êtes encodé dans la base de données e-tendering, donc la base fédérale. Sur ce site, vous aurez évidemment accès à tous les cas spéciaux des charges qui sont publiés et je tiens à signaler qu'il y a un helpdesk qui est quand même assez complet, qui est disponible sur la plateforme et ainsi qu'un guide d'utilisation complet. Alors enfin, vous pouvez trouver tous les cahiers de charges que la ville publie sur son site internet, également disponibles dans les documents que qu'on vous transmettra. Voilà, à la centrale achat, on utilise en fait principalement 4 procédures de passation. Je vais vous présenter les principales étapes, un fil du temps, je dirais. La première procédure, ce sont en fait les marchés dits de faible montant, dont l'estimation est inférieure à 30 000 € hors TVA. Mais comment ça se passe concrètement? On établit un cahier de charge qui est simplifié dans la plupart des cas. On vous l'envoie directement. Vous avez donc un délai pour envoyer votre offre que nous contrôlons d'abord administrativement. Elle est parfois négociée. Le client, c'est le département qui demande, qui a le besoin à la ville de Bruxelles, vérifie l'aspect technique et ensemble, on détermine la meilleure offre. Et donc, cette meilleure offre est validée par le collège des bourgmestres et échevins à la ville de Bruxelles. Et donc, le marché est alors notifié chez vous. Ça, c'est la première procédure. La deuxième procédure est la procédure négociée sans publication préalable. Donc, elle est utilisée lorsque l'estimation du marché se trouve entre 30 000 € et 140 000 € hors TVA. Là, la même chose, nous établissons avec le client, avec le département demandeur à la ville, un cahier de charge complet. Le collège de bourgmestres et échevins valide toutes les conditions du marché. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons alors envoyer le cahier de charge vers vous. Et donc, vous avez de nouveau un délai pour pouvoir introduire une offre qu'on va vérifier d'un point de vue administratif, technique, peut-être négocier. Et l'ensemble est validé pour arriver à une notification de la meilleure offre économiquement, la plus avantageuse. Donc, à ce moment-là, le marché est notifié. Il faut savoir que pour ces deux procédures-ci, donc de faible montant ou procédure négociée sans publication préalable, c'est le collège des bourgmestres et échevins qui choisit les soumissionnaires qui vont être consultés. Et ça, c'est selon la nouvelle loi communale qui l'impose.
Dans les deux prochaines procédures que je vais vous expliquer juste maintenant, en fait, donc, les deux procédures donc, sont soumises à des avis de marché qui sont publiés. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé, vous pouvez introduire une offre. Donc, la procédure suivante, c'est la procédure procédure négociée directe avec publication préalable. Elle est utilisée entre 140 000 € et 215 000 € hors TVA. Là, donc, la même chose, hein, on établit le besoin qui se concrétise dans un cahier de charge complet. Cette fois-ci, c'est le conseil communal qui valide toutes les conditions du marché. Le marché n'est plus envoyé directement aux soumissionnaires qui sont sélectionnés, puisque finalement, ici, il est publié sur le site de le portail fédéral, donc e-tendering, dont vous trouverez l'adresse aussi pour pouvoir vous connecter dans les slides. Il faut savoir que nous avons un délai minimum de 17 jours de délai de réponse. Donc, vous avez ce délai-là pour introduire donc une offre. Il y a une ouverture officielle qui se fait en ligne. Et alors, on commence toute la vérification qui devient un peu plus lourde, je dirais, pour le pouvoir éducateur, c'est-à-dire la vérification de la sélection qualitative. La sélection qualitative, c'est quoi? C'est la capacité de votre entreprise à pouvoir répondre à l'ampleur de notre marché. Et le reste de la procédure est identique à la procédure précédente. Enfin, la dernière procédure que nous employons très très souvent, ce sont les procédures ouvertes, donc pour tous les marchés dont l'estimation est supérieure à 215 000 € hors TVA. C'était un processus vraiment beaucoup plus contraignant que la procédure précédente, donc pas de négociation permise. Le délai d'ouverture minimum est de 30 jours pour que vous puissiez répondre à notre appel d'offres. On applique une analyse des prix approfondie, donc les prix anormalement bas ou hauts. Et il y a alors ce qu'on appelle un standstill, c'est un délai d'attente où il est possible d'introduire un recours en suspension auprès du Conseil d'État contre la décision de la ville de Bruxelles. Un détail important, on l'a évoqué tout à l'heure aussi, c'est dans le marché. Donc, en fait, pour donner plus de chances aux PME de pouvoir introduire une offre, nous prévoyons, dans la mesure du possible, dans nos marchés, plusieurs lots. Donc, on allotit nos marchés. Alors, pour nous, on s'est dit qu'il était intéressant de partager certains points d'attention pour vous aider avant de remettre une offre. Et ce sont des remarques qui ont émergé suite à notre expérience dans tous les appels d'offres qu'on a pu passer. Le premier point, c'est lorsque vous hésitez entre deux propositions, lorsque vous avez vu notre besoin dans le cahier de charge, c'est simplement de privilégier la version durable, comme Monsieur Ellings le précisait tout à l'heure. Lorsque vous remettez une offre, celle-ci doit être signée. On remarque quand même souvent qu'elle n'est pas signée par une personne habilitée à représenter l'entreprise. Et un petit conseil, c'est que il est toujours intéressant d'ajouter vos statuts en annexe à votre offre. C'est souvent via une procuration qui est faite à des personnes nommément désignées dans les statuts. Et ça nous permet de vérifier si l'offre peut être engagée par une personne habilitée. En fin de nos cahiers de charge, on rappelle toutes les annexes à joindre à notre offre. On vous demande de vraiment bien y faire attention parce que souvent, on constate qu'il y a certaines annexes qui sont oubliées. Et en procédure ouverte, on ne peut pas prendre contact avec vous pour pouvoir les faire compléter. Donc, ça mène à une irrégularité de votre offre. Et donc, en fait, pour vous, c'est terminé à ce stade-là et c'est quand même assez embêtant. Évitez de joindre vos conditions générales de vente, ni même en faire référence, car en fait, elles sont parfois contradictoires avec certaines clauses de notre cahier de charge. D'un point de vue administratif, il faut faire une attention particulière au délai de validité de votre offre, à la révision des prix, aux reconductions éventuelles qu'on a prévues dans le marché et dans le cahier de charge, aux variantes qui sont peut-être prévues, aux critères d'attribution, c'est essentiel. Donc, c'est vraiment sur cette base qu'on va pouvoir départager les meilleures offres. On remarque aussi que souvent, tous les postes de l'inventaire ne sont pas remplis. Donc, il faut vraiment veiller à ce que chaque poste de l'inventaire soit répondu et éviter de remettre des prix
égaux à 0. Donc parfois, on constate que certains soumissionnaires nous remettent pour certains postes un prix de 0. C'est normalement pas permis par la réglementation des marchés publics et il faut vraiment remettre un prix exact par poste. On constate également que la garantie est souvent oubliée. Alors, un point important, évidemment, de remettre offre avant la date et l'heure donc limite dans toutes les procédures. Donc, pour les procédures avec publication, se rendre fréquemment sur e-tendering pour s'assurer qu'aucun update du cahier de charge n'a été publié. Et il faut savoir que pour toutes les procédures, aucune offre n'est ouverte avant la deadline fixée. Petit rappel aussi de ne pas introduire 2 offres pour le même marché. Donc, sinon, en fait, le conseil que je vous donnerais, c'est de retirer la première offre. En fait, cela répond au principe d'offre unique en marché public. Parfois, nous recevons des offres d'une centaine de pages, donc parfois, c'est assez compliqué de tout de suite trouver l'information nécessaire. Et donc, un petit conseil, c'est pour plus de lisibilité et de ne pas passer à côté d'éléments essentiels demandés dans le cahier de charge. Il est conseillé, je dirais, de suivre l'ordre chronologique des annexes mentionnées dans le formulaire d'offre à la fin du cahier de charge. Voilà, en procédure ouverte, donc comme je le disais tout à l'heure, dont l'estimation est supérieure à 215 000 € hors TVA, on ne peut pas prendre contact avec vous pour faire compléter les offres. Pour les procédures donc avec publication, donc à chaque fois au-dessus de 140 000 € hors TVA, posez toutes les questions uniquement sur le forum prévu sur e-tendering. Donc c'est la procédure prévue par la réglementation et nous y répondrons donc dans les 2 langues et toutes les questions et les réponses sont ainsi visibles par toutes les firmes qui souhaitent soumissionner. Les références demandées dans le cadre de la sélection qualitative doivent bien mentionner les montants hors TVA et les années d'exécution auxquelles elles se rapportent. Donc, il s'agit en général d'un montant annuel dans les 3 dernières années. Autre point, il arrive que les soumissionnaires fassent appel à la capacité technique de certains sous-traitants dans le cadre de la sélection qualitative. C'est un point qui est assez fréquent. Et dans ce cas, n'oubliez pas de joindre à votre offre une déclaration de votre sous-traitant qui déclare donc qu'il met à disposition ses capacités. Et en général, ça se concrétise par une lettre d'engagement. Pour les marchés européens, donc au-dessus de 215 000 € hors TVA, un document unique de marché européen qu'on appelle DUM. C'est donc un formulaire par lequel les entreprises déclarent leur statut financier, leur capacité, leur aptitude à pouvoir participer à un marché public. Mais donc ce DUM est à remplir. Et donc s'il n'y a aucun DUM qui est remis à l'ouverture des offres, ça mène à l'irrégularité de votre offre. Et comme on le disait, en marché européen, on ne peut pas reprendre contact avec vous pour pouvoir compléter ce DUM. En procédure ouverte, donc toujours dans le même cas, nous procédons à un examen des prix approfondi. Donc, si on vous demande des explications sur un prix total ou sur des postes spécifiques de l'inventaire, donc c'est souvent le fruit évidemment de l'analyse des prix et le fruit de grands écarts dans les offres reçues. Donc, il faut vraiment être attentif aux arguments qui ont été mis en avant, qu'on vous demande en termes de justification, parce que cette motivation est à envoyer donc chez nous dans les délais demandés, mais nous permettra de compléter votre argumentaire et votre offre. Et ça mènera soit au maintien de votre offre, soit à une irrégularité de votre offre. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. On avait aussi trouvé important de voir un petit tour d'horizon de certains appels d'offres qui ont été passés l'année dernière. Comme chaque année, nous avons beaucoup de dossiers de véhicules, des camions, des tracteurs, des camionnettes, des balayeuses, des voitures. On a des dossiers de mobilier. On a fait donc un grand marché de produits d'entretien écologique. Nous avons effectué aussi un marché de tentures et de rideaux, des chaussures de sécurité, pour des défibrillateurs, pour des uniformes dans les diverses fonctions de la ville. Et alors notamment aussi l'enlèvement et le traitement des déchets. Ça, ce sont vraiment les quelques exemples de marchés que nous avons passés l'année dernière. Et
peut-être intéressant aussi de parcourir avec vous les grandes thématiques ou principaux marchés qu'on est en train de lancer ou qu'on a déjà lancés, notamment, encore une fois, divers véhicules, le camion Ben, des pick-up, des camionnettes, un autobus, des camions grappins, un marché de services de gardiennage, donc assez conséquent, un accompagnement de notre cellule d'audit, donc un marché de services, un marché de médicaments et produits pharmaceutiques, marché de déménagement. Certains services de la ville vont déménager au centre administratif, dans un nouveau centre administratif. Donc, un marché de déménagement est en cours. Un marché de titres repas, un marché de mobilier durable de collectivité, du matériel de nettoyage et d'hygiène, du matériel sportif, un marché de carburant, de leasing de voitures, de nettoyage de vitres. Voilà, je cède la parole à Anton. Merci beaucoup. Merci, Madame Van den Beuk et Monsieur Nutin, pour votre présentation et pour votre contribution. Avant de passer aux questions, je propose d'abord de donner la parole à Monsieur Orico, le directeur général des cuisines de Bruxelles, qui va nous éclairer un peu plus sur les achats publics de sa structure en alimentation bio. Monsieur Orico. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, les cuisines bruxelloises est un outil qui est à l'initiative de la ville de Bruxelles, qui a décidé, il y a maintenant bientôt 18 ans, de regrouper l'ensemble de ces activités liées à l'alimentation qui touchent les repas scolaires ou les crèches, ainsi que le CPS avec ses maisons de repos et les hôpitaux de ce qu'on appelle Iris Nord, à savoir Bruckmann, Saint-Pierre, Bordet, et ainsi de suite, de les regrouper sur une seule entité qui sont les cuisines bruxelloises. Les cuisines bruxelloises est une entité publique qui est constituée en exécution de l'article 79 de la loi organique des CPS. Et donc, sur cette base-là, nous avons une obligation, comme je vais vous le présenter, de suivre toute une procédure dans le cadre des achats des denrées alimentaires. Ici, je ne ferai que me focaliser sur la partie réellement alimentaire, puisque nous avons aussi des marchés de services ou de travaux, par exemple, qui sont liés à nos activités. Donc, le slide suivant, monsieur. Donc, voilà, nous avons entre, bien évidemment, la création des cuisines bruxelloises avec ses 4 membres fondateurs, comme je les ai cités, eu depuis lors l'adhésion de différentes CPAS, communes ou hôpitaux dans la structure des cuisines bruxelloises, et ce jusqu'en 2021, où la dernière commune qui s'est associée est la commune de Woluwe-Saint-Pierre. La plupart des activités qui sont déléguées sont des activités liées à la restauration scolaire et la restauration à destination des crèches et des haltes garderies. Les cuisines bruxelloises ont 2 départements liés à leur activité. Il y a un département santé où on regroupe l'ensemble des activités liées à la restauration à destination des hôpitaux, maisons de repos, et portage à domicile, pour vous donner un exemple, et puis un département enfance qui touche toutes les activités liées de la crèche en passant par l'école et les plaines de vacances, ainsi que les restaurants d'entreprise. Le point suivant, ça concerne les quelques chiffres que je souhaite vous présenter et qui peut donner une ampleur de l'activité des cuisines bruxelloises, qui est quand même en région bruxelloise l'acteur le plus important au niveau public, je dirais même au niveau du royaume. Donc, nous avons, pour vous donner une idée, sur 2021, livré 781 000 petits déjeuners, dîners et 781 000 soupers, et ce, 7 jours sur 7, sur toute l'année, bien évidemment, puisque vous vous en doutez, au niveau hospitalier et maison de repos, les bénéficiaires ne quittent pas les lieux et n'ont pas des congés, eux. Et donc, ce qui représente quand même, et on peut le voir, plus de 2 200 000 repas, comme M. Ellings, on va le voir dans le slide suivant, qu'il faut ajouter à d'autres activités qui sont le scolaire, où nous avons eu en 2021 plus d'1 million de repas qui ont été livrés, et là, il est effectivement focalisé à midi. Et au niveau des crèches, il y a 2 options qui sont faites, mais il faut pouvoir le tabler aux alentours de plus de 250 000 repas qui ont été livrés sur l'ensemble des crèches, aussi le midi,
ainsi que les plaines de vacances qu'on retrouve et d'autres activités en restaurant d'entreprise, ce qui fait, comme M. Elim l'a signalé, plus de 4 millions de repas livrés sur une année. Il faut reconnaître aussi que l'activité 2021-2020 n'a pas été des meilleures, puisque, comme vous vous en doutez, la crise sanitaire a quand même ralenti d'une manière importante l'ensemble de nos activités, aussi bien en maison de repos, en hospitalier qu'en crèche et école. En ce qui concerne les achats, et nous sommes très intéressés, et on remercie UNISO et UCM d'organiser ce séminaire, puisque nous avons des fois des difficultés même à obtenir même des réponses au marché que nous lançons. Donc, comme je l'ai indiqué, nous sommes une institution publique qui doit respecter la législation en matière des marchés publics basée sur les lois et arrêtés d'exécution que M. Nutin a signalé, et de rappeler aussi que nous avons une compétence décisionnelle, ce qu'on appelle la tutelle. Ici, en ce qui nous concerne, c'est la tutelle régionale qui, en ce qui concerne les marchés publics, vérifie si les processus sont corrects et le cahier de charge respecte les différentes procédures de marché. Ici, on vous présente, mais d'une manière rapide, le volume des achats sur 2021. Ce sont les plus gros marchés qu'on vous présente ici et qui touchent aussi bien des aliments frais ou ultra frais comme les viandes, les produits laitiers, les boissons, la boulangerie, les cafés, les produits diététiques. Ce n'est pas uniquement qu'un seul fournisseur qui livre l'ensemble de ces denrées, c'est une multitude de fournisseurs qui sont présents. Vous voyez que nous avons, suite à une décision du conseil d'administration, axé aussi nos achats vers une alimentation biologique, issue de l'agriculture biologique ou équitable, et pour le poisson, certifié MSC ou ASC. Et là, quand vous le voyez au niveau du poisson, le volume est quand même très important, puisque plus de 96% de nos achats sont certifiés une pêche durable. La totalité de nos achats en denrées alimentaires sur une année avoisine les 8 millions d'euros. Ici, on vous parle toujours hors TVA. Et donc, dans la plupart des marchés, nous avons des lots spécifiques avec des périodes qui sont précisées un peu plus loin. Nous avons souhaité aussi préciser la localisation des prestataires pour indiquer que malheureusement, je dirais les fournisseurs en région bruxelloise sont peut-être pas assez actifs dans le domaine qui nous concerne. Vous le voyez au niveau des fruits frais, il y a un seul prestataire, il est gros, qui est situé sur le territoire de la ville de Bruxelles, autant pour les légumes frais bruts et de 4e gamme. Les viandes, les prestataires sont uniquement sur la région bruxelloise. Les aliments végétariens sont relativement larges et vont de Bruxelles en passant par la Flandre et la Wallonie. Pour les produits secs, c'est surtout la Flandre et la Wallonie qui répondent. Les besoins, c'est, je dirais, dans la périphérie de Bruxelles. Et ce qui concerne les produits laitiers, qui est quand même un très gros marché, vous le voyez aussi, c'est surtout situé en Flandre et en Wallonie. Et pour les pains boulangerie, il y a un petit fournisseur bio qui nous livre, enfin petit, je dirais que le volume marché est quand même assez respectable, sur Bruxelles, et le restant en Flandre, la plus grosse partie. Il faut noter là-dessus que, si je prends l'exemple de la boulangerie, nous avons extrêmement difficile d'avoir même des réponses. De la même manière, au niveau des fruits frais et des légumes frais, c'est extrêmement difficile d'avoir des réponses cohérentes. Alors, on peut dire aussi que la conjoncture actuelle n'est pas des meilleures, et on le voit très bien sur la tension sur les marchés denrées alimentaires, où quand même la tendance est à la hausse des prix d'achat des denrées alimentaires. Voilà. Alors, nous avons un département achat qui assure la gestion des marchés. Le processus est un établissement des statistiques des achats, bien évidemment. On définit les besoins avec les acteurs internes des différentes activités, un peu comme la ville avec ses services. On fixe la durée du marché, généralement d'1 an, avec une possibilité de reconduction à 3 reprises, soit un total de 4 ans. Définition du descriptif des articles, fixation des lots, c'est important aussi. On consulte le facilitateur de Good Food de Bruxelles Environnement, qui nous aide pour avoir une alimentation répondant au label Good Food, mais aussi surtout d'une manière plus importante au durable. On établit le cahier de charge, on présente auprès du conseil d'administration le cahier de charge, ainsi que le processus de marché.
On fait une communication bien évidemment à la tutelle et puis il y a la publication, consultation et réponse. Et je ne vais pas, je dirais, m'attarder là-dessus puisque M. Nutin a détaillé, je dirais, les différents marchés qui sont relativement similaires aux nôtres. Simplement, et je l'ai mis en rouge, vous indiquer, puisque même le conseil d'administration de ce mercredi a soulevé la problématique que nous avions, à savoir que les prix est très difficile à obtenir pour le moment et qu'on ne sait pas si, suivant les prospections que nous allons réaliser, on va lancer les procédures de marché puisque les prix sont relativement instables, mais surtout aussi que les prestataires ont très difficile de remettre un prix pour une période même relativement courte d'1 mois. En théorie, le marché surgelé fruits, légumes sera lancé d'ici la fin du mois d'avril et une désignation est prévue entre juin et septembre 2022. Pour les fruits et légumes frais ainsi que les légumes et salades 4e gamme, nous le lançons pour le premier semestre 2022 avec une autorisation du conseil d'administration et une désignation au dernier semestre de cette année. Pour les viandes, charcuteries et salades préparées, vu la situation qu'on connaît actuellement, on a des doutes que ce marché puisse être désigné cette année, vu que les fournisseurs ont très difficile, suite à la prospection, de répondre sur un délai relativement long sur les prix des viandes. L'alimentation sec, sous réserve de vérification, bien évidemment, des fluctuations des marchés. Pour vous indiquer simplement, les huiles ont une fluctuation très importante de la même manière, des produits tels que les pâtes ou riz ont un coût qui augmente d'une manière régulière aussi. On espère pouvoir désigner pour la fin de l'année ces marchés-là. Pour les produits laitiers, on considère qu'on ne pourront pas désigner puisque le beurre, les produits laitiers en tant que tels ont une fluctuation de prix et aucun fournisseur aujourd'hui est capable de remettre une offre pour un délai relativement long. Pour les boissons, ce marché sera désigné au mois de septembre 2022. Le slide suivant. Comment participer? Mais voilà, M. Nutin l'a précisé, on est vraiment dans la même démarche. Ici, je donne un résumé de ce qui a été donné en détail et qui me semble le plus intéressant. Et donc, les inscriptions sur le slide suivant peuvent se faire de 2 ordres. Enfin, il y a l'ordre légal avec les seuils de publicité, bien évidemment, et les entreprises utilisent une notification comme indiqué. Et à noter aussi que nous pouvons adresser le lien de publication aux entreprises qui nous sollicitent, ou vous pouvez nous solliciter simplement en demandant de participer au marché pour qu'on puisse vous mettre dans la base de données. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci, Monsieur Orico, pour votre présentation. Je pense que ça a déjà bien clarifié. Dat heeft al heel wat dingen verduidelijkt. Wij hebben Unizo en UCM, en daar wil ik mee afsluiten wat de presentaties betreft, alvorens we tot de vragen overgaan. En dat geeft dan misschien meteen de gelegenheid aan de deelnemers om die vraag te formuleren in de chat. Unizo en UCM hebben al geregeld acties gelanceerd om de ondernemers en ondernemingen te ondersteunen bij het indienen van offertes. Een aantal tips die ook al door meneer Nutin kort zijn aangebracht en die u denk ik ook wel duidelijk zijn geworden na deze presentatie, hebben wij hier voor u opgelijst. Het beste is van tijdig te beginnen aan het opstellen van een offerte. De dag voor de datum van indienen is niet ideaal, want je moet toch nogal eens wat documenten verzamelen en het kan best zijn dat je die niet onmiddellijk bij de hand hebt. Het bestek aandachtig lezen, te kijken welke documenten moeten toegevoegd worden, wat juist gevraagd wordt, welke de voorwaarden zijn, is ook zeer belangrijk, omdat u anders natuurlijk veel moeite doet voor weinig effect als u aan een aantal voorwaarden niet kan voldoen. De procedure analyseren, ze zijn hier kort toegelicht, die verschillende procedures, de toekenningscriteria en dan. Ik denk dat een zekere nauwgezetheid van groot belang is. Dat is een offerte indienen is niet iets dat je vite fait, dat snel gedaan is. Je moet rekening houden met formaliteiten, maar het vraagt een zorgvuldige en nauwgezette aanpak. En die leidt dan meestal wel tot volledigheid. Misschien in antwoord op een van de vragen die ik heb gezien is opleidingen die we hier rond organiseren. Unizo heeft binnenkort in het Nederlands op 2 juni een opleidingsdag. Hoe haal je een
overheidsopdracht binnen. Kan zich daarvoor inschrijven via onze site. Maar zowel UCM als Unizo hebben ook 2 sites waar heel wat informatie op staat, heel wat tips en tricks om uw inspanningen ten aanzien van de openbare aanbestedingen toch zo succesvol mogelijk te maken. Voilà, tot hier de presentaties. Bedank alvast de sprekers voor de beknoptheid en de duidelijkheid van hun uiteenzettingen. Ik stel voor dat we overgaan naar de vragen.